En tout cas, merci pour celles qui participent. On est enregistré aussi pour cette petite échange parce que ça va permettre à celles qui n'ont pas pu se connecter et qui veulent s'intéresser au sujet. Je dis celles, mais ça peut aussi être messieurs, puisque nous sommes toutes et tous concernés par ce sujet de l'intelligence artificielle et de faire en sorte que ce monde soit aussi plus inclusif et en tout cas mesure les enjeux de diversité qui sont nécessaires. Je me présente rapidement, je suis Marie, je suis la fondatrice des Tricoteuses. Les Tricoteuses, c'est un centre de formation qui est dédié aux femmes. On accompagne les femmes dans leur parcours professionnel, que ça passe par le bilan de compétences, mais aussi par de la formation pour des montées en compétences, et plus particulièrement aussi sur l'intelligence artificielle, où nous avons des formations courtes et des formations longues qui sont aussi diplômantes, notamment en chef de projet en intelligence artificielle. Et on a la chance d'avoir Alison qui intervient sur ce programme-là, sur tous les sujets d'enjeux, d'éthique et de réglementation. Alors Alison, merci d'avoir accepté de faire ce petit échange toutes les deux. Et puis, pour que les choses soient plus faciles, agréables, je te laisse te présenter. Merci Marie pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet qui est criant d'actualité. Pour me présenter rapidement, donc j'ai un parcours plutôt juridique et école de commerce. J'ai eu une première expérience en cabinet de conseil et depuis peu, j'ai lancé mon activité en indépendante et j'accompagne des sociétés sur la protection de leurs données. Marie, tu es en mute. Voilà, ça devrait être mieux. Donc, merci pour cette petite présentation, Alison. Peut-être juste pour commencer, une petite question. Aujourd'hui, tu as pas mal travaillé dans des entreprises de tech. Aujourd'hui, tu interviens pour d'autres entreprises, mais donc où tu vas pouvoir allier le côté tech avec d'autres sujets plus réglementaires, plus RH, transversaux aussi. Tu as donc évolué dans des milieux plutôt masculins, notamment dans la tech. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été un frein? Est-ce que tu as connu des sujets de légitimité sur ce volet-là? Pas vraiment. En réalité, alors j'ai peut-être eu de la chance aussi de n'avoir que des expériences dans des environnements bienveillants. Mais le fait d'être une femme, au contraire, dans un milieu très tech, très masculin, peut même être encouragé. On voit peu de profils féminins et donc on peut plus facilement peut-être intervenir sur certains sujets, être en avant. Donc non, j'ai pas connu de grosses difficultés au fait d'être une femme dans le milieu de la tech. Et du coup, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Toi, c'est un sujet sur lequel tu travailles depuis plusieurs années maintenant. Peut-être qu'on peut aussi rappeler que l'intelligence artificielle, on en parle aujourd'hui beaucoup, mais c'est un outil, un concept, un écosystème qui existe depuis très longtemps. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a un focus plus fort? Oui, complètement. L'intelligence artificielle, c'est le mot à la mode en ce moment. Et pourtant, tu l'as dit, c'est une notion qui est ancienne, qui existe depuis les années 50. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas en tant que telle une technologie, c'est une classification d'outils. La définition qu'en donne le Parlement européen, c'est tout outil qui est capable de reproduire un comportement lié aux humains, tel que le raisonnement, la planification, la créativité. Cette définition, elle s'applique à énormément d'applications qu'on utilise même sans avoir le logo intelligence artificielle. Par exemple, Google Maps. Google Maps a une intelligence artificielle. Mais jusqu'à très récemment, on ne mettait pas forcément en avant le terme d'intelligence artificielle. Parce que ça faisait peur, parce qu'on s'interrogeait encore beaucoup sur les enjeux éthiques, dont on va parler aujourd'hui, toutes les questions liées à la discrimination, aux biais algorithmiques. Et c'est finalement depuis l'explosion grand public de ChatGPT qu'on a commencé à appréhender l'intelligence artificielle comme un argument marketing.
Et donc, depuis, on en met partout. Toutes les sociétés veulent avoir leur IA, vendre leur IA. Mais c'est un outil qui existe depuis très longtemps. Tu es mute encore, Marie. Pour essayer de faire simple, j'ai coupé, mais en fait, je ne sais pas si c'est le plus simple. Peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle gérera peut-être tout ça plus facilement d'ailleurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas réservé à un univers de la tech. On retrouve l'IA un petit peu partout. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques exemples? Là, tu parlais de Google Maps, mais il y a plein d'autres outils du quotidien où on ne soupçonne pas qu'il puisse y avoir de l'intelligence artificielle. Oui, déjà, tous les outils de divertissement, type Netflix, YouTube, les réseaux sociaux comme Instagram. En fait, dès l'instant où vous avez un outil qui va vous proposer du contenu personnalisé, il y a de très fortes chances pour que derrière, il y ait une intelligence artificielle. Et le sujet qu'on voulait traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux. C'est justement de se dire, l'IA, c'est formidable, c'est un outil, c'est un bouleversement technologique sur lesquels il ne faut pas rater le train, il faut y aller, c'est important, ça peut aider plein de choses. Ça peut être une révolution qui peut marquer des tournants dans nos vies du quotidien, dans nos vies professionnelles, sur des sujets aussi environnementaux. Donc ça peut avoir des côtés positifs, ça peut avoir des côtés négatifs. Et notamment aussi, et c'est ça qui nous tient à cœur toutes les deux, c'est l'égalité, la diversité, permettre que personne ne reste sur le bord de la route, et plus particulièrement pas les femmes. Est-ce que tu as en tête des exemples qui permettraient d'illustrer quelques biais qui peuvent encore exister? Il y a un exemple qui est un peu le cas d'école sur le sujet de la discrimination avec l'IA, c'est l'utilisation par Amazon d'un outil de recrutement. En fait, Amazon, c'était il y a une dizaine d'années environ, donc c'est quand même assez ancien, a développé en interne un outil qui lui permettait de trier des CV automatiquement pour recruter sur des postes techniques. Ils se sont finalement rendus compte que cet outil ne sélectionnait que des hommes et même pire, rejetait systématiquement les CV féminins. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ça illustre parfaitement le fonctionnement d'une intelligence artificielle. On peut quand même faire confiance aux ingénieurs d'Amazon pour avoir pris en compte le fait de ne pas discriminer les hommes et les femmes et avoir demandé à l'IA de ne pas exclure les femmes parce qu'elles étaient des femmes. Le problème ne vient pas de là. Le problème vient des données qui ont été injectées dans l'IA pour qu'elle apprenne à trier les CV. Amazon a envoyé une décennie de CV qui avaient été sélectionnés pour le poste en question. Et ils ont demandé à l'IA, sur les caractéristiques des CV qui avaient été envoyés, de sélectionner les nouveaux profils. Sauf que ces CV étaient exclusivement masculins. Et donc, toutes les caractéristiques qui étaient dans ces CV étaient masculines. Ce qui fait que quand l'IA avait deux profils, un profil, par exemple, président d'un club de rugby masculin et un profil présidente d'un club de rugby féminin, il considérait que présidente et féminin, ce n'étaient pas les bonnes compétences pour être recrutées. Donc ça, c'est vraiment discriminatoire. Mais dans ces cas-là, qui est responsable? Alors, c'est toute la question, Marie. La bonne question du jour. C'est un vaste sujet. Là-dessus, on va avoir un avant et un après règlement européen sur l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, lorsqu'une personne est victime de discrimination, on va en quelque sorte enquêter pour remonter la chaîne de responsabilité. Sauf qu'en face, pour les entreprises, c'est assez facile de rejeter la faute sur une entreprise voisine. Par exemple, une entreprise de recrutement qui utilise un CV discriminant, un logiciel discriminant, pourrait se dédouaner en incriminant la société qui lui a vendu le logiciel. Ou celle qui l'a produit. Ou celle qui l'a produit, etc., etc. Et donc, à l'heure actuelle, comme on n'a pas de règles de responsabilité fermes et claires,
c'est très compliqué de prouver la responsabilité. Il y a eu des cas dernièrement, justement, en France, hein, où des sociétés ont pu être condamnées pour discrimination en utilisant l'intelligence artificielle, ou pas encore? Il y a un dossier qui est en cours avec une société qui s'appelle Workday. Alors, c'est pas en France. Il y a une action qui est aux États-Unis et une autre action qui a été lancée en Suisse. L'action est encore en cours, justement parce que c'est très compliqué de prouver la responsabilité. Mais effectivement, c'est assez marrant. C'est des profils seniors qui ont considéré que l'intelligence artificielle utilisée par Workday pour sélectionner les CV discriminait toutes les personnes qui étaient en fin de carrière, qui avaient des profils seniors. D'accord, donc c'est une forme aussi de discrimination liée à l'âge, pour le coup. Ouais. Complètement. Mais alors, on voit, hein, l'IA, c'est un bouleversement technologique, bien que ça existe depuis longtemps. Le fait que ça se soit aussi ouvert au grand public, notamment par des outils comme ChatGPT, qui ont vulgarisé, entre guillemets, en tout cas qui ont permis un accès vraiment plus large à tout le monde. C'est aussi bien évidemment utilisé dans le monde du travail parce que ça facilite le quotidien. On voit que certaines entreprises essayent de cadrer. Mais quel est le cadre législatif aujourd'hui sur lequel on peut s'appuyer? Je pense au RGPD où notamment pendant des années, on nous l'a répété, donc on a intégré. Mais sur le sujet de l'IA, c'est encore récent. Ça date de quelques mois, l'ouverture de ChatGPT au grand public. Donc, où on en est d'un point de vue législation, réglementation sur ce volet-là? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus? Oui. En France, on a la chance d'être bien protégé. On a différentes lois internes et on a aussi le règlement européen, donc le RGPD, qui ne vise pas directement les intelligences artificielles, mais vise toutes les décisions qui ont été prises automatiquement sans intervention humaine. Et donc, ça inclut les décisions qui ont été prises via intelligence artificielle. Ok. Et ce qui est intéressant avec le RGPD, c'est qu'il octroie des droits à tout individu lorsqu'une décision a été prise à son encontre via une IA. On doit déjà être informé qu'une IA va être utilisée pour valider ou pas une demande de prêt, par exemple. On doit, dans la plupart des cas, donner notre consentement pour que l'IA soit utilisée. Et comme on sait très bien que lorsqu'on est face à un banquier, qu'on négocie un prêt pour acheter une résidence principale, s'il nous dit « je vais passer par une IA », on ne va pas négocier. Le RGPD prévoit qu'on puisse contester la décision et demander à ce qu'elle soit réévaluée et justifiée par un être humain. Donc ça, une grosse structure, tu parles d'une banque. Ouais. Elle a les moyens à la fois juridiques, techniques, humains aussi pour former les personnes, le banquier que l'on a nous en face, ou la banquière que l'on a en face de nous. Mais ce sont des grosses structures qui ont des moyens assez conséquents et importants. Ce n'est pas le cas de toute de la TPE, PME, entre guillemets, du coin. Quels sont ces moyens à cette plus petite entreprise pour se mettre en conformité sur l'IA? Parce que, par exemple, elle va utiliser ChatGPT. Oui. Alors, actuellement, il y a donc le RGPD et un règlement européen sur l'intelligence artificielle est entré en vigueur en août 2024. Ok. Ce règlement, il prévoit un certain nombre d'obligations qui sont des obligations d'analyse préalable. Donc, on doit analyser l'impact que va avoir une IA qu'on considère comme étant un peu dangereuse pour les individus. Avant de l'utiliser, on doit vraiment analyser et vérifier qu'elle n'est pas discriminante. On doit également analyser les données qui sont utilisées par cette intelligence artificielle. Parce que comme on l'a vu avec l'exemple d'Amazon, si une IA utilise des données qui sont biaisées, le résultat va être biaisé. Donc, on doit le vérifier.
On doit également documenter toutes les décisions qui vont être prises. Et ça, c'est très important parce qu'en cas de litige, il faut pouvoir montrer qu'on a analysé les risques, qu'on a pris des décisions éclairées et qu'on a pris en compte les risques de discrimination. Et enfin, il faut en continu mettre en place une surveillance humaine pour s'assurer que les outils qu'on utilise, même si a priori ils n'étaient pas discriminants, ils ne le deviennent pas en cours d'utilisation. Et sur ce volet-là, justement, sur ce besoin continu de veiller à ce que l'IA ne reproduise pas de biais, ne soit pas discriminante, il y a un enjeu de formation. Il y a un enjeu d'acculturation déjà pour commencer. On en est pour l'instant plutôt à ce niveau-là. Est-ce qu'il est important que les entreprises, on peut avoir trois cas de figure, ceux qui y vont et se disent ouais, moi je m'en fiche un peu de la réglementation, je suis trop petit pour m'adapter à tout ça, c'est un peu trop lourd, mais j'y vais quand même. Il y a ceux qui vont se dire j'y vais pas du tout parce que j'ai trop peur, et ceux qui savent pas trop comment y aller. Et la formation, pour le coup, peut être importante. Elle est importante pour soi, pour mieux comprendre, mais est-ce qu'elle est aussi importante dans le cadre de la réglementation? Complètement. Elle est même obligatoire lorsqu'on utilise un outil qui va avoir un impact sur les collaborateurs. D'accord. Donc, l'entreprise a l'obligation de former ses collaborateurs. Tous les collaborateurs qui sont impactés par l'utilisation d'un outil avec de l'intelligence artificielle doivent obligatoirement former de manière spécifique et adaptée les collaborateurs qui sont impactés. Est-ce que le collaborateur peut demander, si on lui demande d'utiliser de l'IA, qui n'a pas eu de formation, lui aussi peut demander à suivre une formation pour être plus à l'aise, mieux comprendre les outils. Comment fonctionne l'IA déjà? Bien entendu. Ok. Alors là, on a parlé pas mal de côté réglementaire et un côté un peu contraignant, les effets un peu négatifs que l'IA peut avoir sur ces sujets d'inclusion, de diversité, avec surtout le volet discriminant que peut avoir l'IA. L'IA, ça peut aussi être une opportunité. Oui. Qu'est-ce que tu peux, toi, comment tu vois les choses pour les mois qui vont venir, en quoi l'IA peut être une opportunité, notamment pour nous les femmes, et pour toutes les minorités de façon globale. En tout cas, quels sont les fondamentaux de ces opportunités? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une intelligence artificielle, ça reste un outil. Mm. De la même manière qu'un marteau peut être une arme ou peut être un outil très utile, une intelligence artificielle, si elle est bien configurée, bien utilisée, surveillée, ça peut être un formidable outil pour plus de diversité. Par exemple, dans le recrutement, les intelligences artificielles qui permettent d'anonymiser les CV et donc de faire un recrutement basé vraiment sur les compétences en éliminant les biais humains, sur le genre, sur l'origine, etc. Donc, elles ont un vrai intérêt, mais encore une fois, il faut qu'elles soient bien paramétrées, bien utilisées, et donc ça nécessite de la formation. Nous, au sein des tricoteuses, on déploie une formation justement de chef de projet en intelligence artificielle. On a deux. On a la formation diplômante de chef de projet en intelligence artificielle qui est certifiante, qui permet d'avoir un métier, de s'intégrer dans une entreprise sur ces postes-là, alors qu'ils sont plus larges. Et puis, on a aussi une formation qui permet de mieux comprendre les fondamentaux de l'IA pour mieux les appréhender et l'utiliser en entreprise. Nous, on ne s'adresse qu'aux femmes. On sait que c'est plus difficile pour les femmes de s'intégrer dans des milieux qui sont plutôt masculins. Je pense notamment à la tech, mais pas que, évidemment. Plus difficile aussi pour les femmes de prendre leur place de façon globale parce qu'elles sont... toutes les études le prouvent, hein, on ne va pas les refaire aujourd'hui, mais une femme va un peu plus dans un petit coin parce que dans la cour d'école aussi, elle était un peu plus dans un petit coin. Enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui font que c'est plus compliqué pour une femme aujourd'hui de prendre sa place. C'est plus compliqué pour une femme de prendre sa place dans des métiers émergents et technologiques comme l'IA. Et on sait aussi l'importance des rôles modèles des femmes qui ont pu avancer sur ces sujets de l'IA. Est-ce que toi, tu as en tête une femme que tu regardes avec pas mal d'attention,
voilà, qui guide un petit peu tes réflexions, ta façon de te positionner? Je pense à 2 femmes qui ont cofondé une start-up qui s'appelle, Matricis. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que déjà, c'est 2 femmes avec des profils très tech. L'une d'elles est par exemple, docteure en physique, l'autre a travaillé, sur des sujets d'intelligence artificielle. Donc c'est 2 femmes dans un monde, tech qui ont créé une start-up. Déjà, rien que ça, je trouve que c'est assez inspirant. Et l'objectif de leur start-up, c'est d'aider au diagnostic de l'endométriose. Donc un sujet plutôt, enfin uniquement même, qui ne touche uniquement que des femmes. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle la medtech, donc toutes les startups qui s'emparent du secteur médical et qui utilisent dans la grande majorité des intelligences artificielles, c'est un secteur qui se développe énormément en ce moment. Mais il y a très peu de ces startups qui s'intéressent au sujet féminin. Et Matricis a été l'une des premières à s'intéresser à une maladie importante chez les femmes. Donc, ce que je vois, c'est une équipe féminine qui s'intéresse à la tech, peut réussir à créer des projets pour rétablir un petit peu l'équité. On n'a pas que des startups très génériques dans le secteur médical, on a aussi des startups qui s'intéressent à des problématiques qui sont un peu oubliées de la recherche de manière générale et qui facilitent les diagnostics. Et donc, dans la continuité de cet échange, pourquoi toi, tu penses que c'est important que les femmes prennent leur place dans l'intelligence artificielle, de façon générale et plus précisément dans l'univers de la tech? L'intelligence artificielle, on a la chance d'être encore aux prémices. On est en train d'établir toutes les règles, les cas d'usage, et c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser, c'est maintenant qu'il faut prendre sa place. Sinon, les règles vont s'écrire, mais sans nous. Et on va reproduire les biais. Exactement. Je pense à un petit exemple que j'ai envie de donner parce que je trouve qu'il illustre bien ces biais. Alors je crois que c'est le tribunal de Grenoble, dans l'Est en tout cas, qui a pris la décision de changer son règlement intérieur pour permettre aux avocates qui sont enceintes de passer prioritairement en audience. Puisque jusque-là, c'est l'âge qui prime, c'est le fait d'être un avocat qui vient de l'extérieur aussi qui prime. Puis, elles arrivaient à passer en dernier. Donc, ça part du bon sens, d'une bonne volonté, de se dire il faut permettre à ces femmes enceintes de pouvoir plaider plus vite, parce que c'est une évidence, ça permettrait une évidence de laisser passer quelqu'un à la poste, une femme qui est enceinte, ça doit être aussi un peu le même réflexe au tribunal. Donc, ils ont fait un communiqué de presse pour illustrer ce changement de règlement et ils ont utilisé l'IA pour générer une photo pour illustrer leur communiqué de presse. Et la photo, c'est une femme en robe d'avocate un peu plus courte que d'habitude, mais surtout, elle est sur des talons aiguilles, elle est perchée sur des talons aiguilles de au moins 10 cm. Et là, voilà, on voit à quel point sur une petite illustration comme ça, on a utilisé les biais et pour passer un message qui est tout à l'inverse de celui qui était d'une très bonne idée, de se dire on prend en considération la problématique des femmes. Donc là-dessus, voilà, ce sont des illustrations du quotidien que l'on va retrouver de plus en plus, certainement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on doit se positionner? Quel est, pour chacun, professionnellement notamment, parce que c'est un peu le sujet que l'on porte tous les deux, c'est comment les entreprises peuvent se saisir de ce sujet de diversité et d'intelligence artificielle. Comment toi, est-ce que tu penses, quels sont les premiers réflexes à avoir? Le premier réflexe de base pour éviter au maximum les biais, c'est d'avoir une bonne base de données. Une base de données qui est représentative, qui est équilibrée. On ne met pas que des CV masculins, même si jusqu'à maintenant, on a recruté que des hommes. Donc vraiment,
base pour qu'une intelligence artificielle fonctionne bien, c'est de la nourrir avec une donnée de qualité. Et là-dessus, ça devient également une obligation réglementaire, à la fois du côté RGPD et avec le nouveau règlement. On a l'obligation de vérifier la qualité de ces données. Et ensuite, autre obligation réglementaire qui est intéressante pour garantir la diversité, c'est la mise en place de gouvernance dans les entreprises. Le règlement européen impose la mise en place de gouvernance qui soit relativement variée. On ne va pas mettre que les ingénieurs en charge du projet dans cette gouvernance. On intègre différentes parties prenantes de l'entreprise pour que chacune puisse alerter si elle voit des risques et également faire entendre sa voix pour être sûr que les outils qui vont être utilisés soient les plus équitables possibles. On a vu, il y a quelques semaines, on a parlé de l'IA chinoise, qui, elle, était vraiment bordée parce que l'on sait qu'en Chine, la liberté n'est pas la même que l'on peut avoir ici en France. On voit aussi qu'aux États-Unis, voilà, ce sont des géants et ce sont eux qui impulsent aussi énormément l'IA. Nous, on est en Europe. Alors, comment, justement, l'Europe se positionne par rapport à ces sujets? Alors, tu as évoqué le règlement européen, mais est-ce qu'il y a aussi des sujets de souveraineté? Et à travers ma question, c'est aussi, on parlait de faire attention aux outils qu'on peut utiliser. Est-ce qu'il est, et de la donnée que l'on peut puiser, qui est la base, en fait, de l'utilisation de l'IA? Est-ce qu'il faut avoir un regard plus souverain aujourd'hui sur la donnée qu'on utilise, donc sur les outils qu'on va utiliser? Alors, effectivement, l'Europe a une vision qui est assez opposée à celle des États-Unis sur l'utilisation ouverte des intelligences artificielles. Le postulat de l'Europe, c'est d'autoriser toutes les intelligences artificielles en les contrôlant, sauf celles qui sont contraires aux principes fondamentaux de l'Union européenne et celles qui sont contraires aux droits et libertés des individus. Donc en fait, avec l'entrée en vigueur du règlement européen, on interdit en Europe toutes les intelligences artificielles qu'on considère comme étant liberticides ou trop risquées. J'ai un exemple en tête. On interdit explicitement en Europe l'utilisation de l'IA pour la justice prédictive, c'est-à-dire des outils qui vont permettre de deviner si Marie, demain, tu vas commettre un crime ou pas. Aux États-Unis, il y a des outils qui existent pour évaluer le risque de récidive des individus, basés sur de l'IA. En Europe, ça n'arrivera jamais. C'est officiellement interdit. Donc, on a déjà des mécanismes qui sont liés aux grands principes de l'Union européenne, aux grandes libertés. Et ensuite, on a un deuxième principe qui est commun entre le RGPD et le règlement sur l'IA, c'est de protéger tous les résidents européens lorsqu'il s'agit de traiter leurs données, qu'il s'agisse d'une société en Europe ou d'une société en dehors de l'Europe. Et on l'a vu avec le RGPD, au moment de sa promulgation, les lobbyistes des GAFAM ont essayé de faire pression sur l'Europe pour annuler le projet. L'Europe a résisté et finalement, les GAFAM se sont adaptés aux nouvelles règles européennes et ont adapté leur politique pour protéger les données des Européens. Avec le règlement européen, on essaie d'avoir la même logique, c'est-à-dire on pose des règles pour tous les Européens et ça s'applique également pour les sociétés étrangères qui traitent les données des Européens. Et là, tu parles effectivement des enjeux de données. Moi, j'ai visité une entreprise il n'y a pas très longtemps pour qu'elle puisse intégrer des femmes qui vont suivre notre formation dans leur entreprise. Et leur sujet, c'était de se dire, avec ce qui se passe aux États-Unis aussi, avec une ouverture beaucoup plus large, une restriction aussi de certaines libertés. Et notamment, on peut quand même rappeler que plusieurs grandes écoles ou plusieurs grandes entreprises se sont vues supprimer
leur programme de diversité et d'inclusion. Donc ça, ce sont des sujets qui nous font peur, évidemment, femmes, et plus particulièrement quand on est engagé sur le sujet. C'est des pertes de liberté qui sont importantes, des pertes aussi de possibilités d'évolution. Et cette entreprise que j'ai rencontrée, leur sujet, c'est de dire, on va devoir développer un double produit. C'est-à-dire que si on veut, on est innovant aujourd'hui, c'est une entreprise très innovante sur son marché, ils sont très peu d'acteurs dans le monde. Ils sont aujourd'hui en France, mais ils vont devoir, avec ces nouvelles problématiques, développer un produit similaire aux États-Unis, c'est-à-dire créer une entreprise aux États-Unis. C'est non plus exporter, mais c'est pour le coup créer de la richesse, comme ils aiment le dire aux States, là-bas. Donc ça aussi, ce sont des enjeux qu'il faut avoir en tête. Et c'est pour le coup, le règlement ne nous protégera pas sur ce volet-là. Le règlement ne protégera pas les sociétés européennes qui veulent travailler avec les États-Unis et qui sont contraintes de s'adapter aux règles américaines. Non. Non, il vise exclusivement les Européens. Et effectivement, ça rajoute une contrainte peut-être aussi pour les entreprises européennes. Mais de manière générale, étant donné que le RGPD est en application depuis un certain nombre d'années, le règlement européen sur l'intelligence artificielle ne vient que le compléter sur les aspects spécifiques à l'intelligence artificielle. Donc, les entreprises européennes qui sont conformes au RGPD, qui utilisent de l'intelligence artificielle, a priori, n'utilisent pas des intelligences artificielles qui vont être interdites au regard du nouveau règlement. Par contre, là où on va être plus contraignant, c'est envers les entreprises américaines qui vont utiliser, américaines ou autres, hein, mais qui utilisent des intelligences artificielles non conformes aux principes de l'UE sur des citoyens européens. Je comprends. Toi, tu es juriste. Aujourd'hui, on imagine un peu la tech. En tout cas, beaucoup de femmes peuvent se dire, mais soit il faut que je sois ingénieure, je ne suis pas non plus juriste, donc je ne suis pas spécialisée. Pour autant, nous, on pense qu'il y a un métier qui émerge aujourd'hui, qui est chef de projet en intelligence artificielle. C'est de ne pas être à la fois technique et de tout connaître sur un point de vue législatif, règlement, enfin voilà. C'est d'avoir une connaissance de façon globale, d'être alerte, de mesurer ce que tu évoquais tout à l'heure, mesurer les impacts. Est-ce que tu as un conseil justement pour celles qui vont se lancer dans ce métier, qui se diraient, ouais, moi j'ai un peu peur parce que je ne suis pas technique, je ne suis pas non plus hyper spécialisée sur le côté réglementaire. Est-ce que c'est accessible, ce règlement, le règlement européen, le RGPD et puis, quand on bloque, quelles sont les petites solutions qu'on peut avoir face à nous? Ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut y aller étape par étape. Il existe des podcasts sur le RGPD, le règlement européen, mais c'est des supports qui s'adressent en particulier à des personnes qui sont déjà bien informées. Ok. Pour commencer, les formations comme celle que proposent les tricoteuses, qui s'adressent justement aux novices et qui permettent de connaître les bases. C'est important de commencer par ces bases-là pour ensuite pouvoir aller regarder de la documentation un peu plus spécifique. Et sinon, il y a également le site de la CNIL. On n'y pense pas forcément, mais il est très bien fait. C'est des fiches pratiques, il y a des glossaires. Ça permet de bien comprendre les réglementations, ses droits, dans des fiches assez synthétiques. Donc, regardez le site de la CNIL pour avoir quelques idées et faire des formations adaptées à son niveau pour ensuite aller creuser un petit peu plus. Mais justement, sur la formation où tu vas intervenir pour nous chez les tricoteuses, est-ce que tu peux donner un petit peu les grandes lignes de ce qui va être abordé? C'est de connaître le règlement? Alors, l'idée, c'est pas de faire un cours de droit. Donc, on va pas faire de vous des juristes, mais c'est plutôt de comprendre la logique, la philosophie des réglementations, parce qu'elles sont très logiques, elles sont très éthiques en fait. De comprendre toute cette logique pour ensuite, quand on est en entreprise, quand on est dans sa vie privée, pouvoir facilement évaluer si une intelligence artificielle, si un outil est biaisé, pas biaisé, éthique, comment il peut être utilisé. Et si
on détecte un risque de discrimination, savoir comment réagir, quels arguments proposer et comment se faire entendre. Ça, c'est important. Et justement, les femmes qui voudraient se lancer, ou alors celles qui hésitent surtout, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Comment tu as envie d'aborder le sujet, de prenez votre place? La place, elle est ouverte à toutes. C'est un sujet qui touche tout le monde, qu'on le veuille ou non, on est impacté par l'intelligence artificielle. Il y a plein de moyens de s'informer, il y a plein de moyens de comprendre cet écosystème. Encore une fois, il faut commencer étape par étape, mais c'est pas réservé aux ingénieurs, c'est pas réservé aux juristes. Il y a plein de biais possibles pour s'intéresser au sujet. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant, oui, surtout. Super. Merci Alison pour toutes ces précisions. On a abordé à peu près tous les sujets qu'on avait préparés toutes les deux. On a essayé de ne pas rentrer trop dans la technique juridique en tout cas, mais de se dire que c'est accessible aussi, que c'est maintenant, qu'il ne faut pas en avoir peur, mais qu'il faut maîtriser les fondamentaux pour bien l'appréhender. On va peut-être, si celles qui sont connectées veulent poser une question via le chat, n'hésitez pas, c'est l'occasion. En tout cas, peut-être rappeler le temps que les questions viennent éventuellement, Alison, ce que tu fais et éventuellement aussi pourquoi tu interviens aussi en entreprise. Je te laisse peut-être l'opportunité de présenter ce volet-là. Alors, ce que je fais, c'est à peu près ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire accompagner des sociétés qui ont des problématiques soit liées à la gestion de leurs données personnelles, soit liées à leur mise en conformité sur des règlements comme le règlement IA. Donc l'idée, je ne fais pas un travail de juriste à proprement parler, je fais du conseil. Donc je fais le diagnostic avec les sociétés, des points de conformité, de non-conformité. On voit ensemble les priorités sur lesquelles on doit travailler avec les risques associés. Et ensuite, on met en marche toute la documentation obligatoire, les process internes, pour être sûr d'être en conformité de manière fluide et facile, sans avoir besoin d'être juriste. Et avec, sans que tu détailles ta grille de tarifs forcément, mais moi, quand on avait échangé, c'est ce qui m'avait surprise, c'est que finalement, ton offre, elle peut être du sur-mesure et vraiment dans la dentelle, dans un cas très particulier. Et je sais que tu accompagnes plus particulièrement aussi des entreprises qui sont justement dans le domaine médical, qui la nécessitent des éléments ou des compétences particulières. Mais il y a aussi l'entreprise lambda qui doit se conformer parce qu'elle va avoir besoin d'être conforme quand elle fait un marché public, quand elle a des salariés. Et ça, finalement, ce sont des forfaits qui sont relativement accessibles à toutes les entreprises. Oui, exactement. J'ai voulu proposer des forfaits, comme tu viens de le dire, qui s'adaptent à chaque situation. Le RGPD, par exemple, c'est facile. Soit on est conforme, soit on n'est pas conforme. Mon premier forfait, on est conforme. Le deuxième, on est conforme. Et en plus de ça, on a optimisé nos process. Le troisième, on est conforme. Et en plus de ça, on a formé nos équipes. Donc, tu interviens dans la formation et c'est l'occasion pour moi aussi de rappeler que chez les tricoteuses, on a un programme qui démarre en octobre pour former des femmes sur l'intelligence artificielle et plus particulièrement au métier de chef de projet en intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment une formation qui permet de se former à un métier, d'intégrer une entreprise à l'issue du temps de formation en centre chez nous, chez les tricoteuses à La Rochelle. Mais on fait aussi de la formation sur les fondamentaux de l'IA pour les entreprises qui, elles, souhaiteraient faire monter en compétence leurs salariés pour mieux comprendre comment ça fonctionne et notamment pour agir avec l'éthique, la transparence, la responsabilité qui incombe à chacune de ces entreprises. Je vois pas de questions dans le chat, donc je pense qu'on a été hyper clair. C'était, en tout cas, j'espère qu'on vous a donné quelques clés. Merci Mathilde qui nous dit merci et bravo pour la qualité de l'intervention. Moi, en tout cas, je te dis merci Alison pour cet échange, d'avoir joué le jeu des questions, d'avoir surtout merci d'avoir vulgarisé un sujet qui peut faire vraiment
aujourd'hui peur. Merci aussi d'avoir, voilà, on partage la même envie que les femmes prennent leur place. Donc, on espère en tout cas qu'on vous a vraiment donné envie de prendre votre place, de vous intéresser au sujet, voilà, de se dire que ça peut être un métier, mais ça peut être aussi un outil qu'on peut utiliser au quotidien, mais l'utiliser avec responsabilité, ben, ça fera toute la différence. Voilà. Merci Alison, merci à celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et on mettra cette petite vidéo sur YouTube pour celles et ceux qui veulent suivre de nouveau ce replay. Merci à toutes, merci à tous. À bientôt. Bye.